bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Oriane Noir et je ne suis pas Allo Hémato. Allo Hémato, donc, c'est un programme de plusieurs webconférences que nous avons mis en place, 10 mois santé et vivre avec une NMP, notamment pour les patients atteints de NMP. Donc là, c'est la deuxième webconférence que nous faisons, puisque depuis les années 2000, le cancer a souvent évolué vers une maladie qui devient de plus en plus chronique, et c'est notamment le cas des NMP. Et donc, dans ces maladies chroniques, la qualité de vie a une place qui est fondamentale. Et c'est pour ça que lors de la première webconférence, nous avions traité qualité de vie avec un focus sur la fatigue, avec notamment le professeur Yann Otto qui est encore avec nous ce soir, qui rempile. Et donc, vivre de plus en plus longtemps avec un cancer implique aussi de vivre de mieux en mieux avec sa santé sexuelle et sa vie intime. Et c'est pour ça que notamment l'Institut national du cancer reconnaît parmi les soins oncologiques de support la sexologie et la santé sexuelle comme fondamentale. Donc, un immense merci ce soir à tous nos orateurs qui vont nous apprendre et nous expliquer comment mieux vivre avec notre corps et notre vie intime et sexuelle. Donc, nous avons ce soir, je commence par les filles. Le docteur Opomerol. Donc, bonsoir, docteur Opomerol. Vous êtes gynécologue et sexologue à Gustave Roussy et donc vous prenez en charge les patientes atteintes de cancer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons Sébastien Landry. Donc, vous êtes sexologue au Mans et ce soir, vous allez parler plus des problématiques liées aux hommes, mais vous prenez en charge les hommes et les femmes et parfois même les couples, si je ne me trompe pas. Et le professeur Yann Otto. Bonsoir, professeur Yann Otto. Donc, vous êtes chef de service d'hématologie à Brest et vous allez nous expliquer pourquoi, quand on est patient atteint ou atteinte de NMP, on peut effectivement rencontrer des problèmes dans sa vie intime et sa vie sexuelle. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et donc, Karine, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous accueillir en tant qu'hôte à cette webconférence. Avant tout, donc merci à tous les intervenants et puis merci aux personnes qui sont connectées. Et moi, je voulais vous dire que cet après-midi, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais la sexualité, oui, il y a 30 ans, pile en juin 93, j'écrivais un article sur la libido des insectes. Ça s'appelait « Les insectes aussi ne pensent qu'à ça ». Et donc, j'ai relu attentivement, j'avais fait ça super sérieusement, hein, avec des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle et tout, une véritable enquête. Et donc, j'ai trouvé que la libido de la plupart des patients NMP ressemble à celle d'un phasme. Voilà, j'ai vraiment cherché. Donc, en fait, pour vous résumer, alors, avec mes lunettes, les mouvements amoureux du phasme sont aussi progressifs et lents que l'éclosion d'une fleur. Apercevant sa belle, le mâle de taille plus réduite va déplacer une patte dans sa direction toutes les 4 ou 5 minutes. Si Madame Bâtonnet n'est pas d'humeur à batifoler et s'éloigne, Monsieur se contentera de la regarder fuir. Mais si dans un sursaut de courage il arrive à ses fins, alors sa chair et tendre restera sur les lieux des ébats pour pondre ses œufs. Et oui, ça fatigue. Donc j'ai écrit ça il y a 30 ans et donc on est pile poil dans le thème. Et donc, écoutez, expliquez-nous comment ne pas rester des phasmes éternellement. Professeur Yanoto, c'est à vous, après cette introduction. Écoutez, ça va être difficile de rebondir et de redevenir un tout petit peu sérieux. Alors, je vous remercie de m'accueillir à nouveau pour une session d'Allo H. Sincèrement, c'était pour la première session sur fatigue et qualité de vie, une belle session avec beaucoup de questions intéressées. Et on voit que ces sujets-là ne sont traités nulle part ailleurs. Et je vous remercie donc, Karine et Oriane, de pouvoir organiser par l'intermédiaire de ces conférences la possibilité à tout le monde de s'exprimer sur des sujets moins fréquents en consultation, comme aujourd'hui. Donc, sexualité. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de cette discipline, je suis bien que hémato et je vais donc vous montrer en quelques
en quoi la maladie, mais aussi les traitements, peuvent influencer la vie quotidienne, en particulier dans cette thématique de notre soirée. Donc les NMP, comme le disait Oriane, c'est donc néoplasie myéloproliférative. C'est un ensemble de pathologies que vous connaissez, qui sont parmi les 3 principales: la maladie de Vaquez, avec excès de globules rouges, la maladie thrombocytémie essentielle quand les plaquettes sont trop augmentées, et parmi les cellules, dont les globules blancs, la myélofibrose. Ces maladies chroniques de la moelle osseuse sont considérées donc comme des néoplasies. À force, beaucoup de maladies hématologiques sont appelées des cancers, mais il faut bien comprendre aussi que ces maladies chroniques liées à des anomalies génétiques permettent quand même de vivre de très nombreuses décennies pour nos patients. Ces anomalies génétiques sont acquises, donc on ne naît pas avec normalement, mais elles sont développées avec le temps. Voilà pourquoi plus on devient âgé, plus le risque d'attraper l'une de ces pathologies est réel, avec les anomalies génétiques dont vous avez peut-être, mesdames et messieurs, les téléspectateurs de cette session, certaines d'entre elles entre JAK2, CALR ou MPL. Ces mutations expliquent pourquoi la prolifération cellulaire est importante et en quoi ces maladies peuvent gêner le quotidien. Vous avez certains ou certaines d'entre vous peut-être déjà expérimenté, ou en ce moment, des signes d'hyperviscosité. Trop de cellules dans le sang fait que le sang est moins fluide, et donc on peut avoir des maux de tête, des vertiges ou des sensations vertigineuses. Les signes généraux sont souvent associés aussi entre la fièvre, les sueurs nocturnes et la perte de poids, comme un des paramètres que l'on retrouve souvent dans ces pathologies. Des éléments comme la splénomégalie, l'érythrose faciale ou comme le prurite aquagénique font aussi partie des manifestations du quotidien. On parle de symptômes liés à la maladie, pas encore de complications. J'y viendrai dans un instant. Et pour certains et certaines d'entre vous qui souffrent de myélofibrose primitive ou secondaire, cela tourne beaucoup autour de la splénomégalie, augmentation de taille de la rate, qui peut être douloureuse, gênante, diminuer l'appétit. Ces mêmes signes généraux dont je vous ai parlé il y a un instant, ou des cytopénies, le manque de cellules sanguines, qui, au contraire de la prolifération initiale que je vous ai évoquée dans ces maladies myéloprolifératives, peuvent être le devenir de ces patients et d'être gênants, en particulier pour l'anémie, dans ce que nous allons voir ce soir. Les complications, c'est là où, sincèrement, les risques sont les plus importants de gêne dans la vie quotidienne. D'abord, ce sont les thromboses. Les caillots sanguins ou artériels sont malheureusement plus fréquents dans cette population de néoplasie myéloproliférative que dans d'autres types de maladies hématologiques. Et parmi celles-ci, beaucoup peuvent toucher les artères ou les veines en particulier de la sphère digestive, qui peuvent alors expliquer un certain nombre de troubles de la circulation, en particulier dans le périnée ou le pelvis, qui nous intéressera dans un instant. Nonobstant les thromboses, vous savez que pour certaines de ces pathologies, les risques d'évolution, de changement sont possibles. Il y a certains maux qui peuvent paraître parfois difficiles, mais il faut savoir que certains d'entre eux, chroniques, évoluent eux-mêmes en myélofibrose, voire en leucémie, et qu'il n'est pas alors, pour les mêmes patients, mais à des états différents, ressenti de la même façon, ni traité de la même façon. Alors, si l'on veut parler de sexualité ce soir, cela est a priori exprimé par les deux sexes, autant chez les hommes que chez les femmes, même si c'est très difficile d'en discuter, soit spontanément, soit provoquer la discussion hématologique autour du sujet. Par contre, une très grosse étude de près de 2000 patients à travers le monde avait révélé, déjà il y a quelques années, vous voyez la publication de 2016, que 2/3 à peu près des patients atteints de NMP se disent, quand on pose la question, à souffrir de troubles sexuels. Hommes et femmes confondus, la proportion semble être la même en fonction des sexes. Si l'on essaye de mesurer cela, on utilise souvent ce qu'on appelle des échelles visuelles analogiques, de grader de 0 à 10 l'intensité d'un symptôme, et il y a une valeur moyenne de 3,5, 4 sur 10. Donc c'est gênant, moyennement gênant ou modérément gênant. Pour la majorité des patients, c'est une moyenne. Mais il faut savoir que des valeurs supérieures à 5 ont été exprimées par 43% des personnes. Donc, impactantes, invalidantes
gênantes dans la vie quotidienne. Quand on pose la question aux patients, ils nous le disent. La question, c'est de savoir si spontanément ils le feraient. Pourquoi ces troubles peuvent arriver? Je vais parler en tant qu'hématologue, donc je vais aborder qu'une partie du problème, et pardonnez-moi par avance. Beaucoup d'entre vous ont comme manifestation la fatigue. Il s'agit d'un fait avéré dans beaucoup de maladies chroniques, d'autant plus dans les néoplasies myéloprolifératives, et c'est parfois le cas pour expliquer ce dont nous parlerons ce soir. Les troubles thrombotiques, comme je vous disais, la viscosité sanguine n'aide pas à certains moments la fluidité du sang, et l'on sait que pour les organes reproducteurs masculins, la viscosité sanguine est extrêmement importante pour obtenir des érections suffisantes, et il peut y avoir des soucis à cause de la maladie hématologique. C'est en particulier le cas quand il manque des globules rouges aussi, dans le cas de l'anémie, de la myélofibrose. Anémie égale souvent pâleur, fatigue, difficultés respiratoires et donc un mal-être au quotidien. Les signes généraux, dont quelques signes d'hyperviscosité comme les maux de tête n'aident pas, les troubles du sommeil sont aussi fréquents. Ainsi, on a tout un panel d'expressions cliniques, voire de conséquences biologiques de ces maladies qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi ces troubles sexuels peuvent survenir. Alors, il y avait une diapositive entre les deux, mesdames et messieurs, car non seulement la maladie, mais pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes aussi traités. Et il ne faut surtout pas négliger que les médicaments censés vous aider à réduire la viscosité sanguine ou aider à la prolifération dans certaines cellules, diminuer les signes généraux, améliorer tel ou tel symptôme peuvent aussi être toxiques. Je ne vous citerai pas, bien évidemment, l'hydréa, le versite, l'interféron, bon, je n'ai pas le droit de le dire, comme cause potentielle des troubles que vous observez. Et parfois, il est vrai que nos médications peuvent être gênantes. Ainsi, c'est ce que je mets par rapport à cette toxicité médicamenteuse, toujours faire attention que nous ne soyons pas plus délétères que bénéfiques. Et allant même plus loin, un élément important, ce sont les interactions médicamenteuses. J'entends par là, plus on pose la question aux patients, plus, mesdames et messieurs, vous utilisez des herbes, des plantes, des décoctions, des substances que vous pensez être utiles dans votre quotidien, vitaminique ou autre, qui permettent de vous sentir mieux. Je tiens à attirer votre attention dans ce domaine car beaucoup de pharmaciens nous disent que ces plantes, certains de ces produits, peuvent interagir et augmenter la toxicité médicamenteuse que nous venons d'évoquer, voire même parfois être antagonistes, c'est-à-dire empêcher la bonne efficacité des premiers médicaments par leur utilisation. Et donc, parfois, il suffit aussi de demander à votre pharmacien ou votre hématologue de savoir si tout ce que vous prenez est compatible. Compatible pour vous aider à lutter au quotidien contre cette maladie, à améliorer votre qualité de vie, et on sait bien que la sexualité en fait partie. Et s'il est indiqué ici « merci », il y a un fait qui vient d'être dit en tout début, et Karine, merci à nouveau comme Oriane, c'est les soins de support. Nous en avons discuté la fois précédente et de façon récente, en tout cas sur Brest, parmi l'assistante sociale, la psychologue, la diététicienne, nous venons d'avoir l'une de nos psychologues formée à la sexologie qui aide certains patients qui ne sont pas nombreux, je dois avouer, à l'avouer eux-mêmes dans leur démarche pour se sentir mieux. Alors, j'espère que la réunion d'aujourd'hui nous permettra d'avoir des réponses à vos questions. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe pour ces explications. Et puis, moi, j'ai adoré les petits dessins. Donc, comme on n'est pas samedi, eh ben, on est lundi, donc on peut en parler. Et donc, Madame Aupemerol, je vous laisse la parole. Merci. Alors déjà, bonsoir à tous. Je me représente, je suis Marion Pomerol, je suis gynécologue médicale et sexologue.
Et donc, je travaille à l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre de lutte contre le cancer à Villejuif. Et je vais essayer d'aborder les complications qu'on peut rencontrer dans son intimité lors d'un cancer, lors d'une NMP, et puis surtout insister sur le fait qu'il y a des solutions, parce que c'est ça qui me semble important comme message, et peut-être pour ouvrir la parole, de vous dire qu'il y a des solutions, donc allez-y, parlez-en, parce qu'on peut vraiment vous aider. Mais je ne vois pas mon topo. Ah voilà, parfait. Donc, la santé sexuelle, la sexualité, l'intimité, ça peut prendre plein de formes dans nos têtes en fonction de notre expérience, de notre âge, de ce qu'on a déjà vécu. Et c'est très différent pour chacun. C'est différent pour les hommes, pour les femmes, pour les soignants, hein, nous aussi, parce que en termes de sexualité, nous non plus, on n'est pas neutre, hein, on a notre vécu aussi. C'est ce qui fait que la discussion autour de ce sujet-là n'est pas forcément évidente, que ce soit pour les patients et pour les soignants. Alors, donc, je ferai globalement trois petits points. Déjà, de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle en oncologie? Ensuite, quelles peuvent être les difficultés sexuelles qu'on peut rencontrer? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les... Donc, la santé sexuelle, c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être émotionnel, mental et social associé à la sexualité, avec la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la sexualité sous l'angle du risque. Et donc, c'est plutôt chouette que dans cette définition apparaisse quand même le mot plaisir, parce que quand même, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. C'est un droit. C'est aussi un soin de support, donc c'est vraiment notre travail à nous de la prendre en charge, au même titre que la prise en charge de la douleur, que les difficultés psychologiques, tout ça est très bien accompagné. Et ben, on doit pouvoir faire la même chose en santé sexuelle, d'autant plus quand on parle de maladies chroniques, etc., où on va vivre de longues années avec, et où la qualité de vie est très importante. Alors, pourquoi en parler? Parce que les difficultés sexuelles sont fréquentes. Dans les revues les plus récentes de littérature, on trouve jusqu'à 100% de patients qui ont des difficultés sexuelles. Il y a des degrés différents, bien sûr, hein, mais ça montre quand même qu'il y a une vraie problématique de ce côté-là. C'est pas aberrant quand on voit que déjà, en population générale, on a 30 à 40% de femmes qui ont des difficultés sexuelles dans le tout venant, sans qu'il y ait en plus de pathologies particulières. Donc, on comprend bien qu'en plus, quand on vient ajouter une maladie lourde, des traitements lourds, ça impacte encore plus la sexualité et l'intimité. On sait que ces difficultés sexuelles sont un facteur de stress supplémentaire qui impacte les patients, mais aussi les partenaires, bien sûr. C'est important qu'on en parle tout en respectant la temporalité de chacun et de chacune, parce qu'on peut avoir envie d'en parler tôt dans sa prise en charge, ou alors beaucoup plus tard, ou ne pas avoir du tout envie d'en parler. Nous, il faut qu'on puisse vous dire qu'on est là, qu'il y a des solutions, et que quand vous serez prêts, on pourra en discuter. Et c'est d'autant plus important qu'on s'en occupe parce qu'il y a un enjeu réel dans la santé. Comme le disait le professeur Yamato, derrière, nous, on veut que vous preniez aussi vos traitements. Et ces traitements, quand ils ont des effets secondaires sur l'intimité, etc., ça peut entraîner qu'on arrête ces traitements, qu'on dise non, moi j'en ai marre, je veux améliorer ma qualité de vie, je ne prendrai pas mon traitement. Donc, nous, c'est un enjeu aussi médical de faire en sorte que les traitements se passent au mieux, et de trouver des solutions en maintenant ces traitements. Et donc, si c'est si important, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Eh bien, parce que la sexualité dans la société en général, hein, c'est un sujet tabou. Même si les réseaux sociaux, les médias s'en emparent de plus en plus, que ça se démocratise, hein, ça reste quand même un sujet particulier. En plus, quand on vient rajouter le mot cancer, maladie chronique, on est vraiment dans un double tabou. Donc vraiment, c'est pas évident. Et puis ensuite, il y a des freins de la part des femmes, de la part des soignants. Donc les femmes, déjà, quand on reçoit ce diagnostic, la première des choses, c'est qu'on se dit, bon, voilà, je veux guérir, je veux m'en sortir. C'est quand même très lourd comme diagnostic. Et la première des choses, c'est non, je me traite et le reste, on verra plus tard.
Et puis, on a beau bien s'entendre avec le médecin qu'on a en face de soi, son oncologue, son hématologue ou éventuellement les infirmiers ou autres que vous voyez, c'est pas forcément à ces personnes-là que vous avez envie d'aborder ce sujet intime. Donc, on ne l'aborde pas forcément non plus en consultation. Et puis, de notre part, à nous les soignants, on a aussi nos préjugés, nos fausses croyances. On peut se dire après un certain âge, la sexualité secondaire ou que dans des maladies avancées, ça n'a pas sa place. Ça. Donc, pour éviter de se mettre en difficulté avec un sujet qu'on ne maîtrise pas, on évite de vous en parler. Et puis, on croise les doigts, surtout pour que vous ne nous en parliez pas non plus. Et puis, les consultations médicales, c'est souvent l'occasion de parler de beaucoup de choses, de récupérer des résultats, d'en prescrire d'autres. Il y a beaucoup de patients dans les consultations et il y a aussi cette problématique du temps que malheureusement, on n'a pas forcément. Et ce n'est pas un sujet qui s'aborde rapidement comme ça, en 2 minutes à la fin de la consultation. Un petit mot sur les peurs, les normes, les fausses croyances, parce qu'on entend beaucoup de choses dans notre société autour de la sexualité, que la sexualité, c'est un besoin, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette question. Est-ce qu'il y a une fréquence ou une durée normale de rapport sexuel? Je vois que j'ai un problème de caméra. Non? Non, ça a l'air d'être bon. Vous avez désactivé les Non, en caméras. fait, Non, comme c'est on bon. vous entend Pardon. pas très, très bien, on a tous fermé nos caméras, on est là, mais justement, OK. le flux, c'était ça, le Mais message. vous m'entendez bien, par contre? Ça saute un peu, c'est pour ça, mais ça va, on va fermer la caméra, on vous alerte si on entend vraiment mal. Ouais, vous me dites, parce que je vois les messages en même temps. Voilà, il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Est-ce qu'on peut dire que j'ai une sexualité si j'ai des rapports sexuels sans pénétration? Et si ma sexualité, c'est que de la tendresse? En fait, il n'y a pas de sexualité normale ou anormale. On peut avoir une sexualité, on peut ne pas en avoir aussi. C'est tout à fait normal de ne pas avoir de sexualité si on n'en a pas envie et qu'on n'éprouve pas de manque ni de souffrance de ce côté-là. La sexualité, elle ne fait qu'évoluer au cours de la vie et des expériences. Et vraiment, il y a cette question quand même du besoin. Et je voudrais quand même rappeler que la sexualité, ce n'est pas un besoin, c'est des envies. On a besoin de boire, de manger, de dormir, mais on n'a pas besoin de sexualité. Donc, c'est des envies. Ça peut être des moments, il peut y avoir des moments dans la vie où il y a moins d'envie, et notamment au début de traitement, quand on vient d'avoir le diagnostic, il y a toute cette anxiété autour du diagnostic, etc. Et puis, si pendant un temps, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'envie, c'est pas grave, ça va passer et potentiellement que ça reviendra avec le temps et avec le fait qu'on retrouve petit à petit une vie un petit peu plus habituelle avec plus de disponibilité à tout ça. Un petit mot sur les fausses croyances, encore une fois. Là, c'est un témoignage. Depuis le diagnostic, je n'ai plus de désir. Mon compagnon est patient, mais j'ai peur qu'il finisse par partir. Alors, il y a souvent cette peur en plus de ce diagnostic, avoir peur que le compagnon ou la compagne s'en aille. Bon, on a des études qui sont très rassurantes sur tout ça, notamment la grosse étude Vican 5, 5 ans après le cancer, qui regardait l'état, beaucoup de données bien sûr, et notamment l'état des couples à 5 ans du diagnostic, et qui montre que globalement 53% des couples ont une relation qui est tout à fait stable. Un peu plus de 35% ont une relation qui s'est renforcée. Voilà, on a changé de priorité, on a trouvé des nouvelles choses et on a trouvé des solutions et la relation est vraiment améliorée. Et puis bien sûr, il y a des séparations, il y a des relations qui sont dégradées, on a 11%. Mais la question c'est comment c'était avant? Comment ça allait dans le couple avant? Parce qu'on comprend bien qu'une maladie grave, qu'une maladie chronique comme ça, qui vient se surajouter à des difficultés dans le couple, forcément, c'est pas aidant. Alors, voici une courbe qui est une façon de schématiser une réponse sexuelle pendant un rapport sexuel. Classiquement, on dit qu'il y a 5 étapes dans cette courbe. Il y a le désir, l'excitation qui correspond à la lubrification vulvo-vaginale, à des modifications du vagin qui va s'allonger, se distendre, et puis le corollaire chez l'homme, c'est l'érection.
une phase de plateau pendant le rapport sexuel, que ce soit la masturbation, les caresses, la pénétration, et puis un pic de plaisir, avec ou sans orgasme, et puis une résolution. Chez l'homme, il y a une période réfractaire qui est assez longue, et ici, on voit chez la femme qui a la possibilité d'avoir plusieurs pics à la suite, et donc plusieurs orgasmes ou pics de plaisir de façon rapprochée. Pourquoi je vous montre cette courbe? Parce qu'elle peut être impactée de plein de façons différentes par le diagnostic de cancer, par les traitements qui vont aller avec, par d'autres choses dans la vie, une ménopause avec la carence hormonale qui va avec le vieillissement normal parce que les tissus vont être de moins en moins sensibles, avec d'autres maladies graves, avec un deuil, avec voilà, des choses difficiles, tout ça peut impacter cette réponse sexuelle. Et donc on comprend bien que déjà dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas forcément tout le temps envie, là quand on vient rajouter ce diagnostic de maladie chronique, ou qu'on a des traitements avec les effets indésirables de ces traitements, ou même ne serait-ce que les symptômes de la maladie, le désir peut être moins important. Il peut y avoir aussi des problèmes derrière de lubrification chez la femme, de la vulve, du vagin, qui peut être plus longue, moins importante, et qui peut nécessiter, pour atteindre les mêmes seuils d'excitation et de plateau, des stimulations plus longues et plus intenses. Derrière ça, on comprend bien que quand la lubrification est moins bonne, et que potentiellement il y a de la gêne pendant les rapports, qu'il y a éventuellement des douleurs, qu'on a peur d'avoir mal, ou que peut-être on se sent moins bien dans son corps avec les modifications qui ont pu apparaître au fur et à mesure des mois, qu'on a du mal à lâcher prise parce qu'on a peur d'avoir mal, et toutes ces choses-là derrière peuvent impacter le plaisir, le rendre moins intense, le retarder, voire même parfois faire qu'il n'y a pas de plaisir et qu'il y a même des douleurs. Donc voilà, ça c'était un espèce de visuel global un petit peu de tout ce qui peut se passer. Quand on parle de NMP et de sexualité, forcément, il y a plein d'enjeux qui vont avec le diagnostic de cette maladie chronique, les impacts psychologiques quand on reçoit ce diagnostic, tout le stress et l'anxiété qui vont avec, éventuellement parfois des symptômes dépressifs, toutes les peurs qui peuvent se développer, cette idée de temps compté, mais d'incertitude sur l'après, et puis de questions pour soi, mais aussi pour ses proches, pour ses enfants. Enfin, ça peut engendrer beaucoup de questions. Quand on est en couple, il y a potentiellement des changements de dynamique dans le couple, parce que on passe de deux partenaires de vie, deux amants, à une personne soignée, une personne soignante parfois. Donc ça peut vraiment aussi impacter la dynamique dans la relation, et puis dans l'intimité avec chacun qui peut avoir ses peurs, la peur d'avoir mal, la peur de faire mal. Donc voilà, il y a de réels enjeux dans le couple aussi, avec heureusement du positif, parce que, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de couples qui sont renforcés, qui trouvent des solutions et qui vont chercher ensemble comment avancer dans tout ça, et qui vont vraiment former une équipe. Bien sûr aussi un impact sur les familles, sur les proches, et puis de la place aussi dans la société quand il y a des questions même derrière financières, quand il y a des questions avec l'emploi, est-ce qu'on peut garder son emploi, est-ce que la maladie et les symptômes sont compatibles avec le fait de poursuivre son activité. Enfin, voilà, il y a tous ces enjeux quand même qui sont importants après le diagnostic. Il y a les impacts physiques, que ce soit de la maladie, les symptômes de cette maladie, comme vous disait le professeur Yanoto, ou les complications de la maladie, et puis les effets secondaires des traitements, quand on est fatigué, qu'on ne se sent pas en forme, et bien, on comprend bien qu'on a moins envie d'avoir des rapports sexuels. Quand on a des douleurs, on parlait des maux de tête tout à l'heure, ou qu'on a mal au ventre, quand il y a une grosse rate ou ce genre de choses. L'impact de la modification des sens dans la sexualité, quand il y a des troubles visuels, des acouphènes, des fourmillements, qu'on n'a plus les mêmes sensations dans les doigts. C'est important aussi ces sensations-là au moment du rapport. Et puis, voilà, quand il y a des complications thrombotiques ou au contraire hémorragiques, là aussi, ça ne va pas aider. Et puis, les modifications de la silhouette, cette fameuse érythrose, les modifications du poids, etc. Tout ça peut impacter l'image du corps, la confiance qu'on a en soi, et puis le fait aussi derrière d'aller vers l'autre.
Et puis, le tout entraînant potentiellement des difficultés dans l'intimité. On peut aussi avoir des symptômes de ménopause avec certains des traitements, hein, donc les bouffées de chaleur, les insomnies, les difficultés d'humeur, la sécheresse de la peau et des muqueuses. On peut avoir cet impact aussi du vieillissement, mais aussi des traitements sur la peau, sur le fait de ressentir, sur les sensations qui vont être potentiellement différentes ou moins intenses. On peut avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, on appelle ça les dyspareunies. Et puis encore une fois, cet impact sur l'image du corps, sur l'estime de soi, le fait de se sentir potentiellement moins désirable et puis de moins désiré aussi en retour. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ces difficultés, on a montré qu'elles ont tendance à persister avec le temps et qu'elles ne vont pas se résoudre toutes seules. Donc vraiment, il faut qu'on soit actif pour vous aider au mieux. Et donc, c'est justement tout l'enjeu de cette dernière partie, c'est comment gérer. Alors, je vais essayer de développer sur les difficultés qu'on peut rencontrer le plus souvent dans la sexualité féminine. Alors, ces difficultés, elles sont la plupart du temps dues à une ménopause induite par certains traitements ou à une ménopause déjà installée, mais qui pourrait être aggravée par les traitements. Ce qui est important, c'est de savoir localiser cette sécheresse. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau de la vulve, la partie extérieure de l'appareil génital féminin, plutôt dans le vagin, qui lui est interne? Donc là, c'est important de questionner les symptômes. Est-ce que c'est une gêne qui est fréquente, qui est présente au quotidien, dans des sous-vêtements un peu serrés? Est-ce que même les caresses sont désagréables? Est-ce qu'il n'y a que la pénétration qui est désagréable? Voilà, essayer d'investiguer un peu tout ça pour essayer de la localiser. Et puis bien sûr, quand on peut avoir un examen gynécologique pour compléter, pour vraiment mettre le doigt sur les difficultés, c'est sûr que c'est encore mieux. Le traitement d'une sécheresse muqueuse, ce sont des traitements hydratants. Ça va être une routine de soins à mettre en place parce que la plupart du temps, c'est quelque chose qui va perdurer et il n'y a pas de traitement magique. Ce n'est pas un traitement qui se fera une semaine ou un mois. C'est vraiment une vraie routine de soins qu'il va falloir mettre en place, comme on mettrait sa crème de jour, et bien faire la même chose en soins, notamment vulvaires ou vaginaux. Quand on peut donner des hydratants hormonaux, c'est vrai que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est des dérivés des œstrogènes qu'on donne de façon locale. Il y a différentes formes qui existent. Ça peut être des crèmes, des gels ou éventuellement pour le vagin des ovules. Et puis, le tout s'associe à l'utilisation de lubrifiants au moment des rapports sexuels pour être certain qu'il n'y ait pas de frottement et qu'il n'y ait pas de choses inconfortables pendant le rapport sexuel. On peut donner aussi plein de petits conseils au quotidien, adapter ses sous-vêtements, mettre un peu des petits corps gras, notamment sur la vulve, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus tous ces frottements et cet inconfort. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont à l'étude, mais pour l'instant, sans vrai résultat scientifique probant. Je vous ai mis là des exemples de traitements de la sécheresse, des traitements hydratants. Alors là, c'est des traitements hydratants non hormonaux, une vraie routine de soins qu'il va falloir mettre par exemple tous les soirs ou 2-3 fois par semaine. Des lubrifiants qui sont bien tolérés. Donc, vous avez pas mal de produits. Et puis voilà, essayez d'aller dans les grandes parapharmacies, de commander sur Internet, parce qu'effectivement, on part sur des soins à faire pendant longtemps et donc finalement, ça représente un vrai coût au bout d'un moment. C'est des choses qui ne sont pas prises en charge par la Sécu, mais qui par contre peuvent être prises en charge par certaines bonnes mutuelles. Donc, ça vaut le coup d'avoir une ordonnance et de questionner vos mutuelles sur une éventuelle prise en charge des produits de parapharmacie, parce que certaines mutuelles peuvent faire des packs annuels de prise en charge. Pour les douleurs, donc les douleurs, elles peuvent être de deux types. Ça peut être des douleurs plutôt vulvaires, comme quand on a par exemple mal déjà, ne serait-ce qu'aux caresses, ou alors ça peut être des douleurs à la pénétration.
je pense que dès qu'il y a des douleurs, c'est important qu'il y ait un examen gynécologique pour vraiment savoir de quoi on parle. Parce qu'effectivement, il peut s'agir simplement d'une sécheresse et de la gêne qui va avec, mais il peut y avoir d'autres choses, notamment alors la contracture des muscles du périnée. C'est un mécanisme de défense qui est involontaire, hein, par anticipation négative. On a peur d'avoir mal, donc on se contracte et les muscles à l'entrée du vagin viennent se contracter, se serrer et diminuer l'orifice vaginal externe, ce qui peut entraîner des difficultés, enfin, des douleurs à la pénétration, voire même parfois rendre la pénétration impossible. Il y a différents degrés dans cette contracture périnéale. L'autre mot que vous pouvez entendre parfois, c'est le vaginisme. C'est ce mécanisme musculaire qui est complètement involontaire, hein. Donc, c'est important de l'expliquer, de montrer les mécanismes. Là, on voit sur ces deux schémas, on voit les muscles qui se contractent en rouge sur le schéma de droite et qui font que l'orifice vaginal externe se ferme. Ça se travaille et je vais vous dire tout de suite un petit peu comment. On peut aussi trouver par exemple des réactions de post-greffe, notamment au niveau vulvaire, au niveau vaginal, avec des modifications, des accolements éventuellement. Et puis on peut aussi trouver des problèmes gynéco tout venant, hein. On reste une femme avec un vagin, une vulve, il peut y avoir des problèmes dermatologiques, du psoriasis, de l'eczéma, une infection, une mycose, des problématiques d'endométriose, enfin voilà. Je pense que c'est important d'avoir cet examen gynéco et de voir quelqu'un qui pourra tout explorer. Et donc, quoi faire pour ces différentes difficultés? La sécheresse, j'en ai déjà parlé. La contracture, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Déjà, quand on comprend, on adhère mieux derrière aux prises en charge. Ce qui fonctionne très bien, c'est la relaxation périnéale qui peut se faire avec un kiné ou avec une sage-femme. Il faut que ce soit des personnes formées qui ont l'habitude, hein. Il y a des réseaux de praticiens du périnée. Et puis parfois, il faut aussi la sortir à une prise en charge psychologique parce qu'il peut y avoir d'autres causes à cette contracture. Il peut y avoir des choses qui préexistent aussi au cancer, des choses difficiles qu'on a vécues avant, que ce soit dans sa sexualité ou voilà, des parcours et des événements de vie qui ont créé ces difficultés derrière. Pour les réactions post-greffe, l'utilisation de corticoïdes, de dilatation vaginale, etc., est proposée de façon très précoce pour éviter au maximum les séquelles et pour récupérer un maximum de diamètre vaginal et conserver une anatomie vulvaire la plus normale, entre guillemets, possible. Et puis, en fonction des problèmes gynéco identifiés, on donnera un traitement adapté. Et puis, en plus de tout ça, bien sûr, quand il y a les problématiques de douleur, c'est important d'adapter sa sexualité. Il y a peut-être des choses qui se passent toujours bien et qui sont plaisantes. Si la pénétration est difficile, et ben, heureusement, il reste des tas de choses à faire. Donc, c'est important de maintenir, quand on est en couple, cette complicité ou qu'on est seul, ces moments aussi d'intimité, de peut-être modifier un peu les pratiques, de faire les choses différemment, de prendre le temps de retrouver des nouvelles choses qui apportent du plaisir. C'est un vrai travail d'équipe quand on est en couple. Et puis, voilà, il y a plein de conseils à donner, il y a des choses à lire. Là, je vous ai mis des livres qui sont intéressants sur la thématique. Quand il y a des difficultés de plaisir, on l'a vu, hein, ça peut être des modifications des sensations ou alors des choses qui peuvent être devenues désagréables ou juste qui n'apportent plus le même plaisir en faisant les mêmes stimulations qu'avant. Ça peut être dû au traitement. Il peut y avoir de la neuropathie, des lésions nerveuses, il peut y avoir des troubles vasculaires ou encore ça peut être l'effet de cette carence hormonale qui fait que les tissus sont aussi moins sensibles. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi l'impact de l'âge. Hein. De toute façon, avec l'âge normal, physiologique, les tissus sont de moins en moins sensibles avec le temps. Et puis, quand on vient ajouter à tout ça, la peur d'avoir mal, la peur de se dévêtir devant l'autre, les difficultés à lâcher prise, etc., toutes ces choses-là vont venir aussi impacter la potentielle capacité à prendre du plaisir. Donc, je pense qu'il y a différentes étapes. C'est important de travailler seul, de savoir un petit peu ce qui nous plaît, de se connaître pour pouvoir aussi, si en couple ou si on a un ou une partenaire, et guider l'autre personne, lui dire ce qu'on aime, lui dire ce qu'on aime moins. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être différentes aussi de la sexualité d'avant. Il y a des choses qui fonctionnaient peut-être très bien avant et qui ne fonctionnent plus maintenant.
temps, la sexualité et ce qui donne du plaisir peut changer, hein. On n'a pas forcément les mêmes goûts à 20 ans et à 50 ans. Donc c'est important de toujours un peu réexplorer ce qu'on aime ou pas. Quand on est en couple depuis longtemps, d'essayer de refaire ses ados, repasser du temps à explorer ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins, de se concentrer un peu sur les sens, sur les sensations, sur vraiment qu'est-ce qui se passe quand on nous touche, etc. On a plein de choses à proposer autour de ça. Et puis, tester de nouvelles choses, essayer des choses qu'on n'avait jamais fait avant, parce qu'encore une fois, la sexualité et les goûts peuvent changer, donc c'est important de toujours rechercher des nouvelles choses. Là, encore une fois, je vous ai mis des choses un petit peu à lire, par exemple, un livre, des sites qui peuvent donner des techniques un petit peu sur le plaisir. Et puis nous, en sexo, on peut aussi proposer ces exercices justement où on se concentre sur les sens, ça s'appelle le sensate focus, où on va aller rechercher un petit peu, réexplorer ces sensations. Pour les difficultés de l'image du corps, c'est pas évident, hein. Il n'y a pas de pilule magique, hein. Il y a un vrai travail de deuil à faire. On n'est plus forcément la personne qu'on était avant, que ce soit dans la tête ou dans le corps, et il va vraiment falloir aller de l'avant. Certains changements peuvent être irréversibles et il va falloir vraiment s'approprier ce nouveau corps. Ça peut passer par le fait de le regarder, de le toucher, de redécouvrir vraiment ses sensations, de prendre soin de ce corps. Ça peut être faire du sport, ça peut être de faire un tatouage, par exemple, à certains endroits pour se réapproprier certaines zones. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut entendre en consultation ou qu'on peut éventuellement proposer, hein. Poser ses limites avec le ou la partenaire, c'est important aussi. S'il y a des choses qui sont compliquées, si on n'a pas envie de se dévêtir et qu'on veut garder un petit vêtement, si on veut tamiser les lumières, s'il y a des endroits qu'on ne peut pas qu'on touche, etc., c'est important de le dire, de le partager, de poser ses limites. Puis comme ça, l'autre le respectera et puis on pourra lâcher un peu plus prise, s'enlever ce poids des épaules de cette appréhension que cette zone soit touchée ou regardée ou autre, et puis de prendre plus de plaisir et de réussir mieux à se détendre et à lâcher prise et à profiter du moment. Et puis, moi, je sais que, par exemple, pour ces problématiques d'image corporelle, on a une conseillère en image dans notre institut, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Il peut y avoir aussi des conseillères en image en ville, mais ça reste un petit peu moins fréquent. Et tout le travail est dans le fait d'essayer de se défocaliser un peu de ses défauts, de revoir le positif, de voir comment faire ressortir ce positif, se voir dans sa globalité et voilà, se réaimer petit à petit. Pour les troubles du désir, c'est important de redire que c'est fréquent parce qu'on n'a déjà pas envie tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc, il faut bien comprendre que quand il y a ces traitements lourds et leurs effets indésirables, les effets indésirables de la maladie, etc., le désir peut être impacté. C'est normal, il faut se rassurer. C'est souvent multifactoriel, donc c'est important de ne pas juste tout mettre sur le dos, par exemple, du traitement, hein. Depuis que je suis sous tel traitement, j'ai plus aucun désir. Peut-être que ça joue, mais peut-être et surtout, c'est très probable qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qu'on a vécues qui sont personnelles, d'autres choses potentiellement avec le partenaire, d'autres choses dans la relation. Comment ça se passe dans la relation? Est-ce que c'est un couple qui fonctionne bien, qui s'entend bien, qui partage des moments de qualité, hein, même en dehors de la sexualité? Et puis comment c'était avant le cancer? Enfin, il y a toutes ces choses-là un peu à investiguer et trouver des petites solutions pour remettre des ingrédients du positif dans ces moments-là et repartir dans quelque chose de plus vertueux et sortir de ce cercle un petit peu négatif de j'ai pas envie, mais je me force quand même. Et du coup, comme je me suis forcée, j'ai eu mal. Donc, comme j'ai eu mal, j'ai encore moins envie. Enfin, le problème, c'est essayer de sortir de ces spirales un petit peu négatives, de d'en discuter quand on est en couple, de trouver les solutions à deux, parce qu'encore une fois, c'est un vrai travail d'équipe, et puis de redonner des vrais moments de qualité à la sexualité, de prendre du bon temps ensemble et pas forcément le soir quand on est épuisé qu'on va se coucher. C'est souvent le moment propice à se rapprocher, hein, sauf qu'en fait, quand on va se coucher, si on va se coucher, c'est qu'on est fatigué la plupart du temps. Et ça aide pas. Donc, c'est important de se donner des moments de qualité, peut-être à d'autres moments de la journée, pour vraiment prendre un temps pour ça. Et puis, la sexualité, c'est aussi c'est plein de choses, hein. C'est important d'avoir cette complicité dans le couple, d'avoir de la tendresse parce qu'on ne passe pas de deux colocataires à deux amants épanouis. Il y a des étapes. C'est important qu'il y ait de la tendresse, de la sensualité, de l'érotisme et puis de tout menant derrière à des moments intimes.
Donc, pour ces problématiques de désir, il y a là aussi plein de choses et plein de ressources, hein. On peut proposer des choses à lire, des choses à regarder, à écouter, voire même des jeux, hein, remettre du ludique dans la sexualité. C'est important qu'il y ait du ludique, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du plaisir. C'est important qu'il y ait de l'imaginaire érotique. Et donc, tout ça, ça peut se stimuler, se travailler et se relancer un petit peu pour réussir à remettre tout cet imaginaire qui est un vrai plus aussi dans la prise de plaisir, dans le désir et dans les moments seuls ou à deux. Voilà, je crois que j'ai fait tout pile mes 30 minutes. Et donc pour les questions et les réponses, ça sera à la toute fin, il me semble. Oui, on va faire à la toute fin. Alors déjà, merci beaucoup parce qu'on s'était dit avec Karine, avec le professeur Yuanoto, on veut une webconférence sans tabou et sans fausse pudeur. Et je crois que là, on a réussi, on a coché la case. Donc, vous avez bien, nous avez justement expliqué qu'il y avait différentes sexualités, qu'il fallait pas culpabiliser. Donc, maintenant que, mesdames, vous avez eu quelques pistes de solutions, on va laisser la place aux hommes pour d'autres pistes parce que les problèmes sont différents. Et donc, Sébastien, on vous laisse la place. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Landry, je suis sexologue clinicien, je travaille au Centre de cancérologie de la Sarthe, ainsi que pour la Ligue contre le cancer au sein des Pays de la Loire. Et aussi, j'interviens pour une association, l'association Imagine, hein, qui s'occupe de patientes atteintes de cancer gynécologique. Là, je peux faire de la téléconsultation sur l'ensemble du territoire. Et aussi pour l'association Ma Parenthèse à Nantes, où j'interviens pour des femmes qui rencontrent des problématiques sexuelles. Donc, je ne fais pas que des hommes, je fais les femmes, les hommes, et je reçois aussi les couples en consultation. Donc, est-ce que je peux avoir mon topo, s'il vous plaît? Il arrive. Merci beaucoup. Donc, il va y avoir beaucoup de redites quand même, parce que le docteur Opomerol a abordé énormément de choses hyper intéressantes, et on va voir que chez l'homme, ça se joue un peu de la même façon. On n'est pas si différent que ça, même si l'inconscient collectif aura envie de nous faire croire que les femmes, c'est dans la tête, les hommes, on est des machines. Pas du tout. On va voir que la sexualité, elle se présente un peu de la même façon, qu'on rencontre les mêmes problématiques quand on est un homme, que la sexualité, déjà au cours de la vie, elle évolue, déjà sans pathologie. On peut avoir aussi de temps en temps des difficultés. En fait, dans la sexualité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est c'est important de s'adapter. Et qu'il n'y a pas une, mais des sexualités, qu'il n'y a pas une façon de faire, qu'il y en a plein. Et on va voir que souvent, la problématique, notamment chez les hommes et dans les couples hétérosexuels, c'est la pénétration. On a tout axé notre sexualité sur des choses qu'on ne contrôle pas, parce que là, je veux bien, si derrière votre écran, vous êtes tous capables, messieurs, de vous mettre en érection comme ça, eh ben, je pense que non. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on mise une sexualité sur quelque chose qu'on ne contrôle pas, alors qu'en fait, nos comportements, nos mains, notre bouche, la tendresse qu'on peut donner, tout ça on le contrôle, et tout ça, ça fait partie de la sexualité, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez les hommes comme chez les femmes, donc là on a vu un super topo sur la femme, on voit bien qu'il y a des problématiques qui vont être liées aux femmes, liées aux hommes et liées aux couples. Donc chez les hommes aussi, on va rencontrer des difficultés sur l'imaginaire érotique et donc sur le désir sexuel. Alors, dans ce qui est désir sexuel, on sait qu'on a deux choses. On a un côté hormonal qui est vraiment la libido, et ça, c'est vrai, vous le voyez sur vos traitements. Quand vous lisez des effets secondaires, des fois, la première chose qu'on voit, c'est diminution de la libido. C'est vrai, il y a un impact sur la libido, on ne va pas dire le contraire. Mais on n'est pas des animaux, on ne répond pas juste à des hormones sexuelles. On a un cerveau, et nous, on aime bien, les sexologues, dire que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, si la tête, elle va bien, si on arrive à aller bien, et on peut travailler ce désir sexuel. Donc, c'est vrai que la libido, des fois, on ne peut pas faire grand-chose, mais on pourra toujours travailler le désir sexuel. Je vous donnerai aussi quelques exemples en fin de ce topo. Donc, on a des répercussions, oui, à la fois de la maladie, à la fois des médicaments, et aussi, surtout, psychologiques. Donc, ça, on va voir comment ça peut jouer chez l'homme sur sa fonction érectile. Donc, tout ça, on va le voir. Et on va parler aussi des problèmes d'incontinence qui ne sont pas rares dans la pathologie et qui impactent fortement
la sexualité d'un homme, d'une femme également, hein, bien sûr. Donc déjà le corps, c'est vrai que le corps il est relativement vite altéré et puis ce corps quand même, je veux bien qu'on dise que la beauté intérieure c'est important, que oui c'est vrai bien sûr, hein, on se marie pas à un corps, hein, on reste pas identique toute notre vie, mais quand même on a cette capacité de séduction qui est importante. On a cette idée de plaire, on ne s'habille pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes comportements. Le corps n'est pas vu de la même façon d'une personne à une autre, pardon. Et forcément, la pathologie, les traitements vont altérer. Et le miroir, eh ben, il ne va pas être sympa avec nous, forcément. Il va nous renvoyer des choses des fois négatives. Et quand je vois le nombre de patients qui peuvent en consultation avoir des mots très durs, très très durs envers eux-mêmes, eh bien, c'est sûr que s'ils ne s'aiment plus, c'est difficile d'imaginer qu'on peut plaire à quelqu'un d'autre. Et si on pense qu'on ne peut plus plaire, eh bien, c'est compliqué pour avoir aussi un moment d'intimité. Je pense que c'est important, si le miroir vous renvoie quelque chose uniquement de négatif, si vous avez l'impression voilà, que votre corps il est trop abîmé, il n'est pas beau, eh bien, il va falloir le travailler, ça, parce que c'est important pour votre vie intime et sexuelle. Vous voyez, je vous ai mis des solutions, des pistes de solutions. Il y a les psychologues et les sexologues qui seront là pour vous aider, bien sûr, sur ce travail. Mais je pense notamment à la socio-esthétique, qui est vraiment un soin de support aussi très intéressant. On a l'impression que c'est un peu comme l'esthétique, ça serait plus pour les femmes, pas uniquement. Pour les hommes, nous, on a deux socio-esthéticiennes, elles font des choses formidables avec les patients, elles apportent un toucher différent, un bien-être, un moment de détente. Et ça, c'est important. Par exemple, pendant les traitements, on est trop sculpté, trop touché, trop regardé. Et en fait, on peut perdre la fonction érotique du corps. C'est-à-dire que le toucher est médical. Il n'est pas érotique, heureusement. Donc, il est vraiment dans cette idée de soin. Mais après, on peut perdre le côté contact, plaisir. Et des fois, dans son couple, on a du mal à se faire toucher ou à toucher l'autre. Et des entre-deux comme ça, c'est-à-dire avec des professionnels, comme la socio-esthétique, qui va avoir un toucher différent, qui n'est pas non plus érotique du tout, mais qui va amener un bien-être. Et on va retrouver un toucher agréable. Et ça, pour son couple après, pour sa sexualité, c'est intéressant. Et aussi, on a des séances, des soins de support comme l'activité physique adaptée pour reprendre un peu aussi son corps en main, c'est-à-dire se le réapproprier. Des fois, j'entends des patients qui me disent « j'ai perdu de la masse musculaire » ou « j'ai pris du poids ». Bien, c'est des soins comme ça qui peuvent aider et qui vont redonner des sensations différentes, apporter un bien-être également au niveau du ressenti physique. Donc, il faut comprendre que c'est important. Le corps et cette capacité de séduction, très important pour la sexualité. Oh, pardon, c'est un peu vite, excusez-moi. Les angoisses, comme ce qui a été dit avant, chez l'homme, c'est pareil. On n'est pas des machines. On ne se met pas en érection comme ça quand on veut. Et on veut faire croire ça, qu'un homme, ça a toujours envie, que c'est toujours opérationnel. Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Et je peux vous montrer plein d'exemples de patients que j'ai qui n'ont pas de pathologie chronique et qui voient leur désir affecté par le quotidien. Quand on a des enfants, par exemple, pour les enfants en bas âge, c'est pas là que c'est le plus fun dans la sexualité des couples. On est épuisé, etc. Mais quand la pathologie est là, quand les traitements sont là, les angoisses qui vont être associées à l'avenir, aux résultats des examens, etc., font que la sexualité, qui n'est pas vitale, si vous n'avez plus de sexualité du tout, vous n'allez pas mourir. Donc, le cerveau va prioriser et va en fait faire passer la sexualité à un rang inférieur. Alors peut-être qu'avant, c'était quelque chose qui était important pour vous, mais là, il y a un côté vie plus important que la sexualité. Et du coup, quand on a des angoisses, c'est très rare qu'on soit attiré vers la sexualité. C'est possible, d'accord ? C'est possible. Il y a des personnes chez qui, eux, quand ils sont angoissés, ils ont une sexualité qui est plus importante. Mais ça reste une plus faible partie de la population. En règle générale, les angoisses diminuent ou créent même des complications dans la sexualité. On peut, par exemple, sur une angoisse de performance, j'en reparlerai tout à l'heure, ne pas avoir d'érection alors que normalement, tout va bien, ça fonctionne. On va voir un peu comment ça se passe. La fatigue. Cette fatigue, quand même, qui n'est pas une fatigue ordinaire, qui est bien une fatigue très spécifique à la pathologie et aux traitements qui y sont associés, on est épuisé. Je veux dire, vous couchez,
vous rentrez dans votre chambre, il peut y avoir la personne que vous désirez le plus qui est sur le lit. Quand vous êtes épuisé, ce que vous désirez, c'est le lit. Ce n'est pas la personne qui est dessus. C'est simplement dormir. Parce que c'est vital de dormir. C'est important pour récupérer. C'est important pour aller mieux. Donc c'est vrai, le soir, et souvent on a codifié notre sexualité comme ça, parce que la journée où on travaille, on peut avoir des enfants, il faut les gérer. Mais ouais, mais on a pris cette habitude et en fait là, avec une fatigue chronique comme ça qui peut s'installer, bien c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir une vie intime et sexuelle. Ou alors peut-être différente. On n'est pas obligé d'avoir un coït avec pénétration et que ça dure et que ça dure et que ça dure. Peut-être on peut se prendre dans les bras, on peut se caresser, on peut se donner beaucoup de tendresse et on peut jouir ensemble. C'est-à-dire que la sexualité aussi, il ne faut pas la focaliser sur de la pénétration. Quand j'entends des couples qui viennent me voir, qui me disent « faites quelque chose, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de rapport sexuel », je dis « oh là là, mince, vous ne vous touchez plus, vous vous embrassez plus ». Alors là, ils me disent « si ». Bon, moi, je dis « je suis rassuré, vous avez une vie sexuelle, alors c'est quoi le problème ?» Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas la pénétration. Et comme on a codifié notre sexualité, ou beaucoup de personnes l'ont codifié autour de ça, c'est un manque. C'est après, on se stresse, on se dit je ne fais plus le taf, je ne fais plus le boulot, je ne donne plus de plaisir. Est-ce que ma partenaire ou mon partenaire va me quitter si je ne suis pas capable de donner de la sexualité? La sexualité, le seul objectif d'un rapport sexuel, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir à 2, de passer un bon moment ensemble. Ce n'est pas la performance. Je veux dire, s'il devait y avoir de la performance dans la sexualité, je peux vous assurer que ça fait bien longtemps qu'on aurait créé la Fédération française des rapports sexuels avec codification, arbitre, etc. Je veux dire, on aurait des guides, ça serait réglé. C'est faux. Il n'y a pas de performance dans la sexualité. Dans la sexualité, il y a du respect, du plaisir, du partage. Et ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Votre sexualité vous appartient. Vous la créez. On dit faire l'amour, c'est ça, on construit quelque chose. Et ça, c'est important. C'est pas on reproduit, alors surtout si on regarde de la pornographie, c'est pas ce qu'on a vu dans un film qu'il faut reproduire. Vous voyez? Donc, même s'il y a cette fatigue qui va rendre difficile peut-être une vision de la sexualité, elle ne rend pas difficile un moment de tendresse, un moment de partage, un moment d'échange. D'accord? Mais il faut juste communiquer dans son couple. Se dire, là, j'ai besoin de te sentir contre moi, j'ai besoin de te toucher, besoin de te caresser, j'ai besoin de toi. Ça, c'est important. Parce que aussi, on va voir que quand on est fatigué, comme je vous ai dit, et comme le docteur Opomerol l'a dit, que la sexualité n'est pas vitale, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter d'envoyer des signaux d'excitation. Il va pas, vous êtes épuisé, tout d'un coup, vous n'allez pas avoir le méga fantasme qui arrive, et ça va faire, mais ça, je ne peux pas le faire, là, je suis naze, il faut que je dorme. Et du coup, notre cerveau, il n'est pas méchant avec nous-mêmes. Et donc, il ne va pas nous envoyer ces images de sexualité, mais plutôt des signes de repos. Donc, la fatigue va impacter l'imaginaire érotique, la fantasmatique, etc. Et si on n'a pas de fantasme, le fantasme, c'est vraiment le carburant à la sexualité. On le verra tout à l'heure. Il vaut mieux essayer de travailler sa fantasmatique plutôt que se dire « Allez, je me force à avoir un rapport sexuel et forcément, ça va bien se passer. » Non, ça ne va pas bien se passer. Je veux dire, peut-être parmi vous, il y en a étant jeune, vos parents vous ont forcé à manger des épinards parce qu'il faut les manger. On vous a forcé. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous les adorez, les épinards. Pas parce qu'on se force à faire quelque chose que l'envie va revenir. Mais on peut recréer de l'envie. Donc, on va travailler plutôt sur cet imaginaire érotique, ce désir sexuel, plutôt que de se forcer. Si vous forcez à avoir des rapports sexuels, il est possible que ça aille à l'échec. Donc, ce corps, comme on disait tout à l'heure, cette capacité de séduction, des phrases que je vous ai mis là, mais j'en ai des tonnes à vous mettre. Comment voulez-vous qu'une femme ait envie de moi? J'ai perdu 12 kilos, je ne ressemble plus à rien, je n'arriverai pas à me déshabiller devant une personne comme ça. Je ne veux pas que ma compagne me voie nue avec toutes ses cicatrices, je ne veux pas lui faire peur. Oui, ces choses-là, je les entends tous les jours en consultation. Communiquez avec votre partenaire, parce que ça, c'est aussi votre vision des choses. Et comme ce qui a été dit juste avant, on n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel, un moment d'intimité avec la lumière et complètement nu à se regarder. On peut garder un vêtement, il n'y a aucun souci. Mais il faut juste communiquer. Si vous ne communiquez pas, l'autre ne peut pas imaginer ce qui se passe.
d'accord? Et les non-dits, ça amène plus de difficultés que d'essayer de régler, d'apporter des solutions. Donc surtout, ça c'est important. C'est pas parce que vous ne vous aimez plus aujourd'hui, parce que c'est difficile, que la personne qui est avec vous ne vous aime plus, d'accord? Donc arrêtez d'imaginer ce que l'autre pense. Parlez-en, ça sera mieux. L'angoisse de performance. Hein. Alors, chez les femmes, on la retrouve de plus en plus aujourd'hui, hein, grâce à la pornographie. Hein. Voilà, super, un truc. Vous avez voulu l'égalité, vous l'avez, mesdames. Hein, ça, c'était un peu chez les hommes avant, hein, parce qu'il fallait tout faire avec le pénis. Hein, on est des machines de guerre. Hein, waouh, c'est parti, on fait des miracles avec ça. Maintenant, on retrouve ça aussi chez la femme. Mais chez l'homme, c'est encore très, très, très présent. Et je pense que ça a toujours existé, enfin, c'est pas je pense, c'est que ça a toujours existé, mais que la vision de la sexualité de la société, hein, veut nous faire croire qu'on est toujours dans de la performance. Partout, pour vendre un parfum, pour vendre à un moment donné, on avait une campagne de pub, nous, en ville, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais pour vendre un rouleau de papier toilette. On a un mec entièrement nu, complètement épilé de la tête aux pieds, avec une silhouette bien dessinée, jeune, et avec son rouleau de papier toilette devant le sexe. Enfin, pour vendre du papier toilette, on a besoin de sexualiser. La pornographie nous montre une vision de la sexualité unique, souvent, qui déjà respecte pas trop la femme, et puis qui est dans de la performance. Et les séries tendent à aller vers ça aussi, les films aussi. On a du sexe partout, sauf dans l'éducation. Hein. À l'école, il n'y en a pas énormément, même si ça tend à se développer. Et dans la santé, c'est pas là où on est les meilleurs aussi. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, on aborde peu la sexualité. Et par contre, là, on laisse la publicité, le cinéma, la pornographie nous amener à une seule vision de la sexualité. Mais à force de regarder cette vision, on y croit. Et là, on a des hommes, des patients, moi, qui me disent « Faites quelque chose, j'ai plus d'érection. » Et alors, je dis « Plus du tout. » Alors, en fait, ils en ont, par exemple, il y en a, des patients, ils en ont le matin. Ils en ont aussi à la masturbation. Mais en fait, ils se mettent une pression pour le rapport sexuel et du coup, ils n'arrivent plus à avoir d'érection. Et là, ils me disent, oui, c'est sûrement, comme le docteur Oppenheimer le disait tout à l'heure, c'est sûrement le médicament qui me fait ça, etc. Ouais, mais si c'était le médicament, ce qui est étrange, c'est que vous ne devriez plus avoir d'érection non plus le matin et plus d'érection à la masturbation. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une anxiété qui se met, c'est un stress. Quand on stresse, le sang ne va pas dans la verge. Il va dans le reste du corps pour agir, mais pas dans la verge. Donc, on va avoir des dysfonctions érectiles qui sont d'origine psychologique, et c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance. Ça se travaille très bien, d'accord ? Les psychologues peuvent gérer ça, et surtout les sexologues. N'hésitez pas à en consulter pour cet aspect-là. Déjà, regardez si vraiment vous avez une dysfonction érectile. C'est important pour nous qu'on sache si elle est tout le temps. Donc, si déjà à la masturbation, elle est présente, ou si elle est uniquement présente dans les rapports sexuels. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même origine. Et on ne va pas vous aider de la même façon. Il y a un gros problème aussi qui est le manque d'informations sur les répercussions sexuelles. Alors, une soirée comme ce soir, c'est super. On vous apporte des connaissances. On ne peut pas tout apporter non plus, mais on essaie déjà de vous expliquer certaines choses. Mais ce n'est pas évident si les professionnels ne l'abordent pas. Mais comme ce qui a été dit, c'est vraiment compliqué aussi pour certains professionnels de l'aborder. C'est pas donné à tout le monde. Et il faut savoir que dans les formations initiales, on n'a pas beaucoup de formations sur comment aborder la sexualité avec les patients et comment les aider. Donc, je leur jette pas la pierre non plus aux collègues parce que c'est pas facile. Mais si on vous informe pas des probables répercussions sur la vie intime et sexuelle, eh bien derrière, ça peut être source d'angoisse, ça peut être source vraiment de stress et de problématiques sexuelles. D'accord ? Donc, c'est important quand même qu'on puisse vous expliquer. Parce qu'on a quand même des solutions. Je ne dis pas que c'est miraculeux. Moi, je ne dis jamais qu'on rendra à une personne... je ne me dis pas à un patient qui vient me voir, vous récupérez votre sexualité d'avant. Ça, non. Ce n'est même pas quelque chose que je vise. Vous savez, quand j'ai des hommes qui me disent « j'aimerais récupérer ma sexualité de mes 20 ans », oh, non. Hein. Enfin, honnêtement, c'est comme si vous me disiez moi, j'aimerais reconduire comme le jour où j'ai passé le permis. Oh, on n'était quand même pas doués. Hein. C'est-à-dire que la sexualité, ce n'est pas inné.
ça s'apprend. L'érotisme, ça s'apprend. Donc la sexualité, elle va se nourrir de nos expériences. Et il ne faut pas être focalisé en se disant « Ouais, mais à 20 ans, je faisais ça, j'étais bon, j'étais performant. » On s'en moque. On s'en moque. Parce que ce n'était peut-être pas la sexualité la plus plaisante. Elle pouvait être agréable, mais il y a d'autres formes de sexualité. Et des fois, moi, j'encourage fortement les couples à tester une sexualité sans pénétration. Ça demande de la communication, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande des échanges, de découvrir l'autre, de se connaître soi-même, de partager. Et en fait, c'est ce qui fait la sexualité. Et on arrive à un niveau d'intimité vraiment intéressant et on arrive à se donner beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, j'ai quand même des patients, j'ai des exemples, atteints de cancer de prostate. C'est quand même pas le plus facile dans la sexualité. On a du mal, on récupère les érections, mais des fois, c'est compliqué. Et on n'a pas d'érection, plus d'éjaculation, et on a des orgasmes. Et qu'est-ce qui compte? C'est ça. Donc, en fait, on arrive alors à qu'ils aient une sexualité avec énormément de plaisir. Et des fois, même certains me disent, mais j'ai jamais eu des orgasmes comme ça dans ma vie. D'accord? Ils arrivent à vraiment découvrir le plaisir parce que la sexualité, elle est différente. Ils prennent plus leur temps et elle est moins mécanique. Elle a plus une résonance émotionnelle et ça, c'est hyper important aussi dans la sexualité. Alors, on a des répercussions qui peuvent avoir... La douleur à l'éjaculation, je ne dirais pas que c'est fréquent non plus. Ce n'est pas non plus des choses qu'on voit tous les jours, mais je voulais en parler quand même parce que j'ai des patients qui me disent bien « Ah, mais j'ai un truc, c'est fou. À chaque fois que j'ai une éjaculation, j'ai des douleurs importantes. » Alors, ça peut être vraiment des effets secondaires de traitement qui vont disparaître. Certains traitements peuvent donner cet effet secondaire. Mais il ne faut pas rester sur ça. C'est-à-dire que ça peut être ça, mais il faut consulter un urologue. Parce que ça peut être des inflammations de l'urètre, de la prostate ou du testicule. Donc, ne vous dites pas juste « Oh, bah, ça doit être lié au traitement, ça va passer. » Non, c'est important. C'est vrai que nous, les hommes, on n'est pas suivis comme les femmes avec les gynécologues. Il y a les urologues qui peuvent intervenir, mais c'est vrai qu'on a tendance à aller voir un urologue en cas de problème. Mais là, si vraiment il y a une douleur à l'éjaculation qui est présente, il faut faire un petit bilan avec l'urologue pour vérifier ce que c'est, pour que lui puisse nous dire tout va bien au niveau vraiment de l'appareil génital. Et là, on pourra penser que ça peut être des répercussions peut-être des traitements. Mais on va pas se dire c'est ça automatiquement, d'accord? Donc, c'est important vraiment de consulter. On a aussi la dysfonction érectile qui est relativement fréquente, donc qui peut être d'origine médicamenteuse, comme on l'a dit, ça peut être une répercussion d'un médicament, qui peut être physiologique, ça peut être par exemple une faiblesse du périnée, c'est les muscles. Alors le périnée, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas que chez la femme, d'accord, c'est des muscles que nous, les hommes, nous avons également. Alors on en parle chez les femmes généralement dans la grossesse, la rééducation du périnée après un accouchement. Mais il faut savoir que c'est important chez l'homme, à la fois dans la fonction urinaire, dans la continence, mais aussi sur la fonction érectile. Quand j'ai des patients, des fois, qui me disent « j'ai une érection, on veut avoir un rapport sexuel, je bouge un peu, je change de position, mon érection elle part ». Ça peut être une faiblesse liée au périnée, par exemple. D'accord ? Alors, si en plus, il y a quelques difficultés à retenir l'urine, là, on en est quasiment sûr que ça vient de ça. C'est-à-dire que ça peut être une faiblesse qui fait que le sang peut arriver dans la verge et il n'est pas bien maintenu et il peut repartir et on a une érection de moins bonne qualité. Ça peut être organique, ça peut être lié à plein de choses, la prostate, ça peut être lié à un affaiblissement du corps, etc. Et puis aussi psychologique, comme je vous l'ai dit, avec les angoisses, la fatigue, l'angoisse de performance, la peur de ne pas être à la hauteur, les croyances comme quoi je ne peux pas être aimé, etc. Donc tout ça, ça va impacter. Ce n'est pas parce qu'il y a une origine ou des origines il va y en avoir plusieurs qui vont s'intriquer qu'on ne peut rien faire. Ou de se dire, non, si c'est psychologique, ça va revenir comme ça. Non, le psychologique, il ne faut pas se dire, il ne faut pas le nier, il ne faut pas se dire, c'est dans la tête, comme des fois on entend, on a l'air de dire, tu le fais exprès. Pas du tout. D'accord ? La tête est aussi importante que le corps. D'accord ? Il ne faut pas se dire, il y a l'un ou l'autre. On fait un tout et c'est important. Et dans notre sexualité, ce tout est important parce qu'on peut pas on n'a pas des rapports sexuels qu'avec notre corps et on n'a pas des rapports sexuels qu'avec notre tête. Donc, il faut que tout fonctionne ensemble et ça, on va vous aider quand il y a des répercussions sexuelles. Nous, on est là pour ça. Sinon, on ne sert à rien.
on a plein de solutions. Là, je vais vraiment faire le technicien, quoi, hein. Si vraiment on veut des érections, on peut rendre des érections à un homme. Donc, on a des traitements médicamenteux et des traitements plus mécaniques. Donc, les 3 du haut, on a les comprimés, là, les gélules que vous voyez. Donc, on a, ça s'appelle des IPDE5. Les IPDE5, on le connaît plus sous le Viagra, Cialis, Levitra, enfin, on en a plusieurs catégories comme ça. Ces IPDE5, c'est la première intention qu'on leur donne. Quand on a un patient qui souffre d'une dysfonction érectile et qu'on veut l'aider avec un médicament, c'est le premier médicament qu'on va donner. Avec ce médicament, je veux quand même attirer votre attention parce que moi, j'ai des patients, on leur a prescrit ce médicament et ils me disent « ça ne marche pas ». Bon, je dis « vous l'avez pris comment ?» Il y en a, ils le prennent et ils attendent que l'érection arrive toute seule. Non, 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 ce n'est pas miraculeux. On peut prendre tous du Viagra, on n'est pas en érection H24, hein, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait une stimulation et il faut que l'érection, elle arrive naturellement. L'IPDE5 va l'aider et va surtout la maintenir. Donc, c'est plus efficace chez un patient qui a des érections, mais qui les perd au bout de quelques minutes. D'accord ? Après, pour aller plus loin, on a des injections intracaverneuses ou le gel intra-urétral, pardon, qui est un peu, l'idée c'est la même chose, mais bon, la piqûre des fois ça fait, ça me fait un peu peur, on ne pique pas à cet endroit-là, donc on comprend, il y a eu le gel intra-urétral qui a été créé. Là par contre, c'est le médicament qui va provoquer l'érection. Alors, si vous utilisez ces médicaments-là, vous allez me dire, oui, bah, c'est pas glamour, machin, c'est sûr. Ah bah là, je suis d'accord avec vous, hein, on est obligé d'anticiper le rapport sexuel. Mais il faut faire attention, parce que là où l'IPDE5, vous pouvez le prendre. Et si le rapport sexuel n'a pas lieu, j'ai envie de dire, c'est pas très, très grave. Quand il y a l'injection intracaverneuse ou le gel intra-urétral qui est utilisé, si la famille débarque à l'improviste pour faire une surprise, bah, c'est pas que votre famille vous excite réellement, mais le produit va déclencher l'érection. Et tant que le produit va fonctionner, eh bien, vous aurez une érection. Ça peut être gênant, hein. Si c'est un repas de famille, toujours embêtant. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine programmation, une anticipation qui, je le sais, beaucoup de personnes me disent, moi, ça ne me plaît pas, ce côté-là. Mais des fois, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix. Et on peut, de temps en temps, être sur des rééducations aussi, récupérer la fonction érectile. Pour la récupération, je vous montre en bas le vacuum. Le vacuum, c'est cette sorte de tube-là que vous voyez sur le pénis. Alors ça, c'est mécanique, il n'y a pas de médicament. Donc, on va mettre en fait ce tube sur le pénis et l'idée, c'est de faire un appel d'air et en fait que, vous voyez, l'air s'en aille autour du tube pour que le sang passe du corps au pénis. En fait, hop, il vient dans les corps caverneux et spongieux du pénis et ça crée une érection. Et après, vous voyez, on met un petit anneau pour faire garrot. Alors, on fait attention avec ça, hein. C'est un garrot quand même, d'accord ? On ne garde pas ça 24, 48 heures. À un moment donné, ça va devenir bleu, ça va tomber. Non, j'exagère, mais ce n'est pas bon, d'accord ? Une demi-heure, c'est bien. Si vous êtes vous avez des dysfonctions érectiles, eh bien, moi, je vous recommande le vacuum dans l'idée aussi d'une rééducation. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont perdre la fonction érectile de façon assez importante et, on va dire, temporairement, qui vont récupérer après. Par exemple, avec certains traitements, on sait que ça peut jouer, ou grande fatigue, etc. On peut avoir des grosses dysfonctions érectiles. Il faut savoir que quand on est en bonne santé, on a 1 à 2 heures d'érection par nuit quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un homme, globalement, il utilise pour la sexualité seul ou à plusieurs ou à deux, enfin ce qu'on veut, la sexualité, et on n'utilise que 2% de nos érections. 98% du temps, on ne s'en sert pas. On dort, elles sont spontanées, etc. Ce qui veut dire que c'est une fonction qui travaille beaucoup. Donc, si on utilise des médicaments ponctuellement, ça peut aider sur le moment à avoir une érection. Mais si on est dans une idée de récupération ou de rééducation de la fonction érectile, ce n'est pas suffisant. Et vous ne pouvez pas vous faire des injections tous les jours, hein. C'est 2, 3 grands maximum par semaine. D'accord ? Donc, ça ne suffira pas. Donc, le vacuum peut être intéressant. Moi, je dis à des patients, je leur dis, faites ça pendant la douche. Top, on utilise l'appareil, on met l'anneau, on va prendre la douche. Le temps, un petit quart d'heure comme ça, hop, on l'enlève, on fait ça tous les jours. Ça travaille tous les jours. D'accord ? Et puis après, dans les cas vraiment
d'échecs de tout type de traitement, hein, ça peut arriver, eh bien, on a l'implant pénien que vous voyez en bas à droite. C'est un implant pénien qui est là. Alors là, c'est chirurgical. C'est vraiment définitif comme situation. D'accord ? On ne visualise pas une récupération. C'est définitif. On met un petit ballonnet, vous voyez, dans le bassin. Il y a du liquide dedans, un petit réservoir. Et il y a des faux corps caverneux qui remplacent les vrais. Des cylindres qui remplacent les vrais corps caverneux. Et avec une petite pompe dans le scrotum, on ne voit rien. Hein. La cicatrice, pour être faite, elle est à la base du pénis. On ne voit vraiment rien une fois que c'est fait. Et bien après, en appuyant sur le petit bouton dans le testicule, on fait venir le liquide là, dans les cylindres. Il y a une érection. Au niveau des sensations, c'est pareil pour le rapport sexuel. Et quand c'est fini, on rappuie sur le petit bouton, ça repart dans l'autre sens et on perd l'érection. D'accord ? Donc ça, c'est une solution qu'on peut avoir, mais définitive. Dans le cas vraiment d'un échec thérapeutique des autres traitements, d'une prise en charge avec un sexologue, ou alors qu'on en a marre, on sait qu'on ne récupérera pas forcément et que vous en avez marre d'utiliser d'autres types de traitements que je peux comprendre, on peut utiliser cette chirurgie. L'implant pénien, il y en a à peu près 700 posés par an en France. Ce n'est pas non plus la chirurgie la plus développée, il ne faut pas rêver. Hein. Mais quand même, on en fait poser. Là, juste pour vous dire, chez les hommes, on est à plus de chances. En fait, j'ai plutôt envie de dire que c'est vraiment dégueulasse chez la femme. C'est vraiment le terme, en fait. Qu'il n'y ait pas de prise en charge plus importante des traitements. Hein. Ce n'est pas un confort pour la femme, c'est un confort. Quoi. Pour l'homme, c'est important et pour la femme, c'est un confort. Ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, chez l'homme, les IP2.5 ne sont pas pris en charge, mais les injections et le gel intra-urétral sont pris en charge par la Sécu. Et la chirurgie de la pose de l'implant pénien est également prise en charge. D'accord ? Le vacuum ne l'est pas. Alors là, je vous donne un petit conseil. Hein, je le dis. Après, il y en a des fois, ils ne sont pas contents, mais je le dis quand même. Dans une pharmacie, il faut envisager plus de 300 € l'appareil non remboursé. Dans un bon sex shop, vous avez le même à 70, 80 €. Autant aller dans un sex shop. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est la même chose. Il fonctionne très, très bien. Je veux dire, moi, mes patients, ils partent avec un petit numéro, ils vont chez le sex shop et ils vont aller acheter leur vacuum. Donc ça, c'est les solutions que l'on a du côté vraiment mécanique de la fonction érectile, si vous voulez. C'est-à-dire que là, je suis vraiment le technicien on vient me voir, je veux une érection. Ouais, j'ai des solutions à proposer. Donc, mais il n'y a pas que ça dans la sexualité. Un petit focus important sur l'incontinence. On n'en parle pas assez de l'incontinence urinaire. C'est quelque chose qui est fréquent, trop fréquent. Un homme sur 5 de plus de 45 ans, c'est plus fréquent chez la femme, certes, mais ça touche beaucoup d'hommes. Des choses, vous savez, c'est difficulté à retenir des urines, je fais un effort physique, quelques gouttes qui partent, je tousse, je risse, il y a quelques gouttes qui... On a l'impression que ce n'est pas grand-chose. C'est quand même que ça montre que le périnée est fatigué. Sauf que si le périnée est fatigué, il y a de l'incontinence urinaire, il y a de la dysfonction érectile, et aussi, il y a ce qu'on ne parle jamais, c'est l'incontinence coïtale. Quand les urines partent lors d'un rapport sexuel, je peux vous assurer que c'est compliqué pour la personne et pour le couple. Donc, il faut absolument travailler ça. Et ça, pour le travailler, on va avoir les solutions, hein, mais il va falloir faire une rééducation. Déjà, quelques conseils. Videz votre vessie avant. Moi, j'ai des patients qui disent c'est pas glamour de passer aux toilettes avant le rapport sexuel. Bon, moi, je leur dis c'est pas glamour d'uriner pendant le rapport sexuel. Donc, si on peut vider la vessie avant, quand même, c'est mieux. On fait travailler son plancher pelvien. Je vais vous donner des petits conseils juste après. Et aussi changer de position. Les positions, vous avez l'impression que la vessie, elle est comprimée, on évite. D'accord ? Donc, le missionnaire, par exemple, c'est pas la meilleure position. On écrase, ça peut partir. D'accord ? Donc, on évite ça. Thé, alcool, café, ça stimule aussi la fonction urinaire. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une rééducation chez un kinésithérapeute. Pour les hommes, c'est que les kinés. Spécialisé en rééducation périnéale. J'entends bien, c'est important. Hein. Je ne jette pas la pierre aux autres kinés, mais ils n'ont pas l'habitude, c'est une prise en charge particulière. Donc, il faut se former à cette prise en charge. La rééducation se fait par une sonde. D'accord ? Chez les femmes, elle va dans le vagin. Chez l'homme, il n'y a pas 50 entrées possibles. Donc, on la met au niveau de l'anus. D'accord ? Ça aussi, il faut s'y préparer. Hein, parce que je sais qu'il y a des hommes, des fois, qui me disent « Oh là là, moi j'ai eu ça, j'y retourne plus. » Alors qu'en fait, il
faut juste s'y préparer, mais ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez aussi travailler tout seul. Vous tapez sur Internet, moi je les trouve très, très bien, les exercices de Kegel. Vous tapez ça sur Internet, périnée pour hommes, exercices de Kegel. Vous allez avoir plein d'exercices de proposer. Vous faites entre 40 et 60 contractions musculaires par jour. Si au bout de 2-3 mois, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, il faut vous dire que là, ce n'est pas possible tout seul, il faudra une rééducation du périnée. Si ça suffit, tant mieux. Faites des séances d'activité physique adaptée, parlez-en aux professionnels à part. Dites-lui, par contre, parce que des fois, il ne pose pas la question, on ne pose jamais ça, ou rarement cette question-là. Dites-lui, par contre, moi, j'ai des problèmes d'incontinence. Parce que si vous faites de l'activité physique, et on le dit souvent, qu'il faut faire de l'activité physique en pathologie chronique, mais si vous allez courir, si vous faites de la corde à sauter, si vous faites des activités d'impact, votre périnée va encore plus s'abîmer et vous allez avoir une incontinence urinaire qui va se développer. Là, il faut des exercices bien spécifiques. Pilates, c'est bien, yoga, vous voyez, des choses qui viennent travailler la musculature profonde. Alors, si vous allez vers ces professionnels-là, vers les kinés, vers les APA, dites-leur bien qu'il y a un problème sur l'incontinence, sur le périnée. Lui vous donnera des exercices bien spécifiques sur ça. Comme je vous disais tout à l'heure, libido, vous ne pouvez pas faire grand-chose, ce sont les hormones sexuelles. Un traitement peut abaisser votre libido. Prenez un antidépresseur, ce n'est quand même pas le traitement le plus folklore pour la libido. Ça abaisse tout ça. Le désir sexuel, il est psychologique, c'est mes fantasmes. Puis j'ai mis le désir amoureux, parce que j'en ai marre d'entendre des gens on laisse des gens avec cette idée-là de dire « mais si j'ai plus envie de sexe, c'est peut-être que je t'aime plus ». Non. Alors, c'est possible. Je ne dis pas, c'est possible. Mais quand même, si votre couple allait bien, que la maladie arrive, que les traitements arrivent, et que ce qui a juste changé, c'est que vous n'avez plus envie de sexe, ne vous faites pas de mal à dire peut-être que j'ai plus envie je ne t'aime plus. C'est simplement qu'il peut y avoir un impact sur le désir sexuel, d'accord, sur la libido, pardon. Donc le désir sexuel, on va le travailler. C'est une composante psychologique, donc elle se bosse. Évitez la pornographie. Alors je dis pas qu'il faut pas en regarder, c'est pas mon discours, mais si vous regardez de la pornographie, vous savez, c'est comme les gosses devant la télé. On dirait des zombies là, ils regardent, vous passez 10 fois devant eux, t'es là, je t'avais pas vu. On travaille pas, le cerveau il est gnangnan, quoi. Il consomme. Alors qu'en fait, il faut créer. Pour créer, pas forcément voir. Ou alors, quelques photos. Mais il faut que le cerveau fasse le reste. Les lectures érotiques, c'est le top. Vous me faites 10 minutes de lecture par soir. Vous allez sur Internet, lecture érotique pour hommes, vous regardez ce qui vous plaît, il faut que ça vous intéresse. Vous lisez ça une dizaine de minutes. Au début, essayez ce soir, vous allez vous dire, l'autre, ça fait rien son truc. Oui, ça fera rien au début. Ça montrera bien que ce désir sexuel, il n'est pas présent actuellement, il n'y a plus de fantasmatique. Mais à force de lire, au bout de quelques semaines, ça va recommencer à titiller. Puis après, il y aura une excitation qui va être là. Si on est tout seul et que la masturbation, on aimait ça, on peut essayer la masturbation. Hop, ça va rebooster. C'est-à-dire qu'on va nourrir, en fait. On va nourrir cette libido, ce désir sexuel. Et puis après, on a la sexothérapie si vraiment les 2 premiers, ça n'a pas fonctionné. Vous testez ça sur plusieurs semaines, ça fait ni chaud ni froid. Là, d'accord. Venez voir un sexologue et dites-lui, j'ai testé les lectures et ça ne fait rien. Ça marche super bien pour les femmes également, bien sûr. Ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas d'homme-femme. Ça devrait fonctionner chez nous. En théorie, on devrait être excité, beaucoup plus excité par un couple qui fait l'amour derrière une cloison que de le regarder. Parce que notre cerveau est capable de créer plein de choses. S'il bosse notre cerveau, ça nous excite nous-mêmes. On va refaire des rêves érotiques. Ça va revenir. Ceux qui aiment lire le savent. Vous lisez un roman, ça revient dans la journée, les images, etc. Là, ça va être pareil sur le désir sexuel. Il y a le sunset focus, il y a les massages aussi dans le couple. Mais peut-être au début, à viser non sexuel. Parce que sinon, si c'est je te touche un peu parce que derrière, je sais que je veux du sexe, on va se freiner. D'accord ? C'est vraiment tout ce qui peut être agréable et stimulant. Voilà. Ça peut être très intéressant. Et puis, pensez, on l'a dit, la performance, ça n'a rien à faire dans le couple. Rien à faire dans la sexualité. On n'est pas des machines, donc arrêtons avec ça. On se découvre, on sait prendre du plaisir tout seul. Et si on ne sait plus, moi j'ai envie de dire, on ne fait que dire il y a un avant-après maladie.
ça vous a changé cette pathologie. On ne peut pas dire on va revenir comme avant. Pourquoi la sexualité reviendrait comme avant? C'est étonnant. Donc là, cette sexualité, elle doit s'adapter aussi. Et moi, je dis, il faut la redécouvrir. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On l'a découverte quand on n'a pas vécu des traumatismes étant jeune. Bien souvent, on l'a découvert seul par les pratiques masturbatoires. Ben, ça peut être une très belle redécouverte pour après repartager, partager de nouveau avec notre partenaire, dire, bah, tu sais, maintenant, avant, ça marchait, maintenant, j'aime moins, je suis plus, j'ai testé, ça me plaît plus, etc. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on pourrait essayer? Communiquer pour essayer de reconstruire une nouvelle sexualité. Et qui dit nouveauté, bah, ça peut être excitant pour le cerveau. Hein, cette nouveauté, c'est excitant. Et vous pouvez trouver une nouvelle forme de sexualité qui sera peut-être différente, complètement différente d'avant, mais qui vous apportera du plaisir. Pour ça, il faut parler, il faut être capable de dire ce que l'on désire, ce que l'on ne désire plus, partager et après, retrouver une sexualité épanouissante. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse mes coordonnées. J'ai écrit quelques ouvrages si ça peut vous intéresser, qui peuvent être dans la thématique. Ça ne me dérange pas qu'on me contacte s'il y a des questions, etc. en dehors. Mais si là, vous avez des questions, bien sûr, on sera là tous les trois pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, effectivement, la sexualité, c'est pas les JO, il n'y a pas de performance et pourtant, c'est universel comme les JO. Donc, c'est important de bien vivre sa vie intime et sexuelle. Alors, vous avez parlé de communication. Et alors, la communication dans le couple, on a même quelqu'un qui nous a dit, nous, on regarde en couple et on lit ensemble et ça nous aide beaucoup. Donc, voilà. Et il y avait aussi une question, la communication c'est important dans le couple, mais c'est important aussi avec son médecin. Alors, docteur au Pomerol, comment on aborde le sujet avec son hémato et dans le parcours de soins, en fait, comment ça intervient? Est-ce que on va d'abord en parler à son hémato? Est-ce qu'on en parle à sa gynéco quand on est une femme? Est-ce qu'on va voir un sexologue? Voilà. Alors, je pense pas qu'il y ait de méthode universelle là non plus pour en parler. Le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec la personne qu'on a en face et pas de se forcer avec quelqu'un où on sent que ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a la plupart du temps, il y a plein d'intervenants dans un parcours de soins. Il y a effectivement les médecins que vous voyez très régulièrement, les hématologues, hein, mais il y a plein d'autres personnes. Il y a cet infirmier qui va vous faire la prise de sang, il y a cet aide-soignant qui va vous prendre les constantes, etc. Et vous pouvez être plus à l'aise avec ces personnes-là pour en discuter parce qu'au final, c'est des personnes qui prennent plus le temps avec vous, qui prennent de vos nouvelles. C'est un moment un peu différent, c'est pas médical et on peut avoir envie d'en parler plutôt à ces moments-là. Désolée, il y a du bruit dans mon appartement. Donc, voilà, je pense que déjà, le fait d'être en confiance, c'est important. Après, ça peut s'aborder si on est plus à l'aise sous l'angle de la santé sexuelle, hein, des effets indésirables, voilà, j'ai des difficultés de sécheresse, est-ce qu'il y a des solutions ou en tout cas demander voilà, de se faire réadresser vers les bonnes personnes parce qu'encore une fois, nous les médecins, on n'est pas forcément très à l'aise avec le sujet ou on n'a pas forcément les bonnes ressources à vous proposer. Donc, en parler avec quelqu'un qui sait, c'est important. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne méthode, c'est vraiment finir par trouver une personne qui pourra nous donner les réponses, quoi. Avec qui on a en confiance. Exactement. Karine. Alors, tu as ton micro qui est fermé. Voilà. Oui, je ne sais pas si Jean-Christophe est là, je ne crois pas, je ne sais pas. Mais vous disiez tout à l'heure que on peut en parler avec nos médecins, mais je crois que c'est vous, Monsieur Landry, qui avez dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas formé à pouvoir nous répondre. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. On est face à des gens qui s'y connaissent super bien en moelle, mais peut-être nettement moins bien en périnée, quoi. Après, c'est pas évident, c'est sûr. Tout le monde, c'est vrai que dans toutes nos formations initiales, peu importe la profession de base, on n'a pas de connaissances sur plus que ça sur la santé sexuelle et la sexologie. En même temps, on peut pas être formé à tout. Donc nous, les sexologues, on se forme spécifiquement à ce domaine, à ce champ de compétences. Mais c'est vrai que les oncologues, les infirmières, etc., n'ont pas forcément toutes les connaissances. Donc, c'est pas facile pour eux. Moi, je leur jette pas la pierre, parce que quand je parle avec eux, ils me disent, bah, mais
si j'en parle et que après j'ai mon patient qui me dit je rencontre telle ou telle problématique et que je ne sais pas quoi lui proposer, c'est pas simple aussi. Alors, quand il y a des structures où il y a quelqu'un qui est présent, qui a un sexologue, c'est simple. Moi, au centre de Cancéro, je pense que j'ai beaucoup de mes collègues, peut-être pas tous, mais qui en parlent. Parce que c'est facile. C'est facile. Une fois qu'ils l'ont abordé, hop, on a notre sexologue, on l'envoie et c'est super. Mais c'est pas toutes les structures, hélas, n'ont pas de sexologue ou de référent étiqueté en sexologie. Oui, et on rencontre encore plus de soucis, je pense, à ce niveau-là, quand on n'est pas sur des grands centres comme en région parisienne. Voilà, quand on habite à l'autre bout de Paris, je vais dire, voire 300, 400 kilomètres, c'est vrai qu'on a, alors la désertification médicale est sous les feux de la rampe en ce moment, mais c'est vrai que du coup, les spécialisations sont pas toujours à disposition des patients. Et après, on va se poser la question de se dire, ouais, mais enfin bon, voilà quoi, si mon hémato, il n'est pas capable de répondre, si ma gynéco non plus, qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire 300 kilomètres pour aller remédier à ça. Et du coup, on entend, je pense, là, des gens très malheureux. Et alors, Moi, pour compléter, allez-y, docteur. on parle beaucoup des personnes, des professionnels en centre de lutte dans les hôpitaux, etc. Mais il y a aussi du monde en ville. Donc, il y a des réseaux, il y a des sexologues en ville. Alors, j'entends là aussi qu'on n'est pas sur la même offre en fonction de là où on vit, hein, mais il faut aussi beaucoup qu'on travaille avec les sexologues de ville et les autres mêmes spécialités, hein, parce que ça peut être aussi même difficile de venir en parler avec quelqu'un qui est dans le centre de lutte dans lequel on est suivi. On n'a pas forcément envie d'y retourner pour avoir son suivi sexo, hein. C'est un endroit où on a des traitements lourds, on rentre dans le bâtiment, on sent les odeurs, on a la nausée. Enfin, il y a aussi ce réseau en ville qui peut faire qu'il y ait plus d'offres ou que ça réponde aussi à d'autres personnes qui ne voudraient pas le faire en centre de lutte. C'est pas parfait, bien sûr, parce que, encore une fois, il y a des endroits où il n'y a pas, malheureusement, et c'est là que c'est super qu'il y ait ce genre de webinaire quand même pour que tout le monde ait ces informations, que ça existe et qu'il y a des solutions. Mais voilà, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Il n'y a pas que les praticiens en centre de lutte, et notamment dans les gros hôpitaux ou dans les hôpitaux chanceux. Et alors, du coup, vous évoquiez des réseaux ville-hôpital. Est-ce qu'il y a des réseaux qui existent? Comment on peut avoir accès? Est-ce qu'il y a un annuaire quelque part de gens qui ont été formés spécifiquement, à qui on peut faire confiance? Enfin, voilà. Alors, oui, il y a des annuaires pour trouver des sexologues sur Internet. Alors je ne me souviens plus exactement des liens, mais il y a l'AIUS, l'association interuniversitaire de sexo, qui a un site qui référence les personnes diplômées en sexologie, parce que là aussi, hein, il y a sexologue et sexologue, hein. Le vrai sexologue, il a une formation de 3 ans, mais après, on a beaucoup de sexothérapeutes qui font de la sexo, voilà, un peu moins peut-être codifié. Donc sur ces sites-là, et potentiellement même après ce webinaire, on peut vous envoyer les références. Sébastien, je ne sais pas, tu as peut-être d'autres références, mais il y a des sexologues référencés dans des annuaires qu'on peut trouver sur Internet. Il y a aussi maintenant alors là, c'est plus pour les non-médecins, parce qu'il y a les sexologues médicaux qui sont médecins et les sexologues cliniciens qui ne le sont pas à la base, qui ont une autre formation initiale. Et nous, maintenant, il y a le syndicat national des sexologues cliniciens qui référence les sexologues dans leur spécialité aussi. Donc, ils sont en train de développer au niveau national les sexologues qui ont des compétences, par exemple, là, sur Paris, je sais qu'ils sont en train de le faire. Moi, je vais bientôt être identifié dessus pour l'oncosexo. Et ça commence à se développer. Ça va mettre un petit peu de temps encore, hein, parce qu'ils sont vraiment en train de le développer. Mais là, au moins, on est sûr que ce sont des vrais sexologues et pas des sexothérapeutes ou des gens qui se disent même sexologues et qui n'ont même pas de formation. Alors, du coup, moi, j'ai mis l'AIUS sur les liens. Et est-ce que c'est le Résalis, c'est ça dont vous parlez, Sébastien? C'est le lien là. Ouais. Je l'ai mis dans les liens. C'est celui-là, celui qui a été mis là. Ok, super. Je pense qu'il y a le même au niveau pour les sexologues médicaux, peut-être. Je ne sais pas s'il y a le même. Et alors, vous évoquiez, Sébastien, tout ce qui est aussi rééducation périnéale. Oui. C'est
c'est à voir aussi, je pense, avec son hémato. On en parle avec son hémato. C'est quelque chose qu'on peut faire concomitamment. C'est des kinés, c'est ça, qui font de la… Alors, pour les hommes, parce que pour les femmes, il y a les sages-femmes. Hein. Les sages-femmes le font très très bien. Hein. Mais pour les hommes, il n'y a que les kinés. Et vraiment, il faut vraiment s'intéresser, regarder, peut-être demander au centre s'ils ont des contacts. Hein. Nous, je sais par chez nous, on a 4 kinés vraiment qui font de la rééducation du périnée, qui sont identifiés. De toute façon, sur leur site, généralement, ils vont pouvoir le mettre, ou sinon, il suffit d'appeler le kiné et demander s'ils font cette forme de rééducation. En règle générale, un kiné qui ne le fait pas va pas se demander, va pas dire mais venez quand même, je vais le faire. Il va pas être équipé, il va pas prendre son temps. Enfin, ça reste une prise en charge particulière. Donc, c'est des gens qui sont assez facilement identifiables, des professionnels identifiables. Karine, est-ce que tu as une dernière question? Parce que là, on a un peu débordé sur le temps. Non, moi, je voulais juste vous remercier en espérant que, du coup, toutes les personnes qui ont assisté vont passer de phasme à luciole, puisque c'est la luciole qui est quand même la plus grande jouissive de tous les insectes. Elle est réputée pour ça. Elle s'éclaire, elle papillonne, puis ça va être bientôt la saison. Donc, je vous souhaite de devenir tous des petites lucioles. Et puis, merci, docteur Merol et Sébastien Landry et évidemment Oriane. Et bonne soirée à tous. Alors, juste un petit message. Donc, merci infiniment. C'est toujours un plaisir d'avoir des webconférences avec vous parce qu'effectivement, vous parlez sans tabou. Là, je lisais sans feuille de vigne sur les mots et c'est hyper important pour tout le monde. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Merci Karine et n'oubliez pas de remplir le questionnaire. À très vite. Au revoir. Au revoir.